Certaines nations risquent de ne pas survivre au compte à rebours. Les pays paraissent stables, mais l'histoire prouve le contraire. Nations naissent, empires chutent, frontières évoluent. La Terre où vous êtes a sans doute changé de propriétaire plus souvent que vous ne l'imaginez, et dans quelques décennies, elle pourrait appartenir à un autre. Dans The Infographics Show, nous examinons les pays pouvant disparaître dans les 50 prochaines années, en raison de la guerre, d'un effondrement ou de la montée des eaux. 10. Fidji. Cet archipel de 300 îles dans l'océan Pacifique est en train de déplacer SAville, et CE n'est pas parce que SIS habitants veulent une meilleure vue. Les Fidji ont identifié 40 communautés très vulnérables au changement climatique. Il est probable qu'il y en aura d'autres à suivre. Les 2/3 de la population vivent à moins de 5 km du littoral. 6 villages ont déjà été déplacés pour éviter qu'ils ne succombent à la montée du niveau de la mer. Comme l'a indiqué ZME Science à propos des relocalisations, déplacer une communauté est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Cela nécessite non seulement de la logistique, mais aussi de l'argent, de la sensibilité culturelle et une planification à long terme, une chose dans laquelle les humains excellent toujours. Les Fidji subissent des cyclones tropicaux, plus fréquents et puissants, causant de graves dégâts aux habitants et aux habitations. En 2016, le cyclone Winston a ravagé les îles, tuant 44 personnes et causant 1,4 milliard de dollars de dégâts. Cela serait terrible pour toute communauté, mais pour un pays dont le produit intérieur brut en 2023 était de 5,44 milliards de dollars, les dégâts dépassant un quart du produit intérieur brut étaient absolument dévastateurs. Les étrangers associent peut-être les Fidji à des vacances tropicales au paradis et à une culture insulaire détendue, mais la menace de voir le pays disparaître complètement à l'avenir crée une réalité très différente pour ses habitants. Amy D. Likens et Susan Cash ont mené une étude interrogeant 71 Fidjiens autochtones. Elles voulaient évaluer que ces personnes ressentaient face aux changements en cours dans leur environnement et aux évolutions à venir, ainsi qu'à la perte de leur tradition et de leur mode de vie qui en résulte. Comme l'ont indiqué les chercheuses, la perte d'espèces et de ressources a réduit leur capacité à compter sur l'agriculture de subsistance et a suscité une inquiétude importante quant à leur aptitude à continuer de pratiquer leurs traditions culturelles. La relocalisation est discutée, mais les insulaires restent très attachés à leurs terres ancestrales. Devoir déménager, même si nécessaire, causait une grande détresse. Ils devront sans doute abandonner ces liens, car une hausse de la mer de 25 pouces inondera 6,2% des bâtiments des Fidji. Avec une montée du niveau de la mer, prévue entre 3,2 et 6,5 pieds, d'ici 2100, les Fidji risquent de perdre beaucoup de terres, de cultures et de populations contraintes à partir. 9. Taïwan. Selon la Chine, Taïwan n'existe déjà plus, du moins en tant que pays indépendant. Pékin considère Taïwan comme une province chinoise rattachée au continent depuis longtemps. Le gouvernement démocratique de Taïwan n'est absolument pas d'accord avec cette affirmation. C'est qui conduit la Chine à accuser le président taïwanais Lai Ching-te d'hérésie, d'hostilité et de provocation. La puissance mondiale menace l'indépendance de Taïwan depuis des années. Elle renforce depuis un certain temps la marine et les forces amphibies chinoises, visant selon de nombreux experts une possible invasion de Taïwan. Pourquoi la Chine voudrait-elle même envahir Taïwan? En plus des revendications nationalistes, et de la vision de la Chine sur Taïwan comme son territoire, contrôler Taïwan renforcerait la position militaire de la Chine face aux États-Unis. Taïwan est une partie essentielle de la stratégie de la chaîne d'îles. Il s'agit d'un groupe d'îles alliées aux États-Unis pour bloquer la Chine continentale de l'océan Pacifique occidental, afin qu'elle ne puisse pas déployer sa marine ni contrôler les corridors commerciaux dans cette région. Certains notent que tant que Taïwan a le soutien des États-Unis et domine les semi-conducteurs, la Chine hésitera à lancer une guerre totale. Mais les États-Unis deviennent progressivement plus isolationnistes. Son engagement à défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise a toujours été instable et ambigu. Taïwan fabrique 60% des semi-conducteurs mondiaux et 90% des puces les plus avancées CE qui lui confèrent un atout majeur face aux agresseurs potentiels. Les responsables américains et taïwanais ont affirmé préférer la destruction de l'industrie des semi-conducteurs taïwanaises plutôt qu'elle tombe aux mains chinoises. Imaginez un monde soudainement incapable de produire des smartphones, et vous comprendrez pourquoi cela pourrait stopper la Chine dans son élan. Qu'adviendrait-il de TikTok? Même si une invasion armée de Taïwan serait difficile ou désastreuse, la Chine n'a pas besoin de déclarer la guerre pour intégrer progressivement Taïwan. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la Chine pourrait recourir à des tactiques de zone grise pour s'emparer de l'île.
La plus extrême de ces tactiques serait une quarantaine navale partielle de l'île, CE qui ne constituerait pas une déclaration de guerre mais exercerait tout de même une pression sur Taïwan. La Chine utilise déjà des tactiques de zone grise comme les cyberattaques, les incursions aériennes, la coercition économique et la désinformation. La Chine pourrait affaiblir la volonté d'indépendance de Taïwan par une pression continue, rendant l'unification inévitable. Certains chefs d'entreprise taïwanais qui travaillent principalement avec les marchés du continent chinois ressentent déjà la pression. Selon le gouvernement taïwanais, 700 entreprises taïwanaises ont investi plus de 260 milliards de dollars en Chine continentale et à Hong Kong, dont 68 sont entièrement exposés au risque du marché chinois. Le gouvernement taïwanais réoriente ce investissement vers l'Asie du Sud-Est, mais cela pourrait être insuffisant et tardif. Numéro 8. Royaume-Uni. Écoutez-nous bien, nous savons que vous ne vous attendiez probablement pas à voir le Royaume-Uni sur cette liste. C'est l'une des principales économies mondiales, classée 6e en 2025 et une puissance politique. Nous n'anticipons pas l'effondrement du Royaume-Uni dans 50 ans, mais une transformation majeure, notamment par la perte de l'Irlande du Nord et de l'Écosse. Le Royaume-Uni comprend l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, avec Londres comme centre du pouvoir. Bien qu'il y ait eu parfois des appels à l'indépendance, rien n'a abouti jusqu'à présent. Mais les choses sont en train de changer. Après la récession de 2008, puis le Brexit en 2020, l'avenir économique et politique du Royaume-Uni paraît de moins en moins prometteur. La productivité a stagné, selon l'Institut des études fiscales. De 2008 à 2019, la productivité britannique a stagné par rapport aux tendances d'avant la récession. C'était aussi le cas pour de nombreux pays développés. Cependant, depuis 2019, elle a encore ralenti, et d'autres pays ont commencé à distancer le Royaume-Uni. Le Brexit a ensuite renforcé les barrières commerciales et réduit les investissements. En novembre 2023, l'Institut national de recherche économique et sociale britannique a estimé que l'investissement des entreprises aurait pu être environ 12,4%, plus élevé en 2023. Si le Brexit n'avait pas eu lieu, l'Angleterre demeure prospère et ne deviendra pas soudainement un pays à faible revenu. Le problème, CE n'est pas que le Royaume-Uni est sur le point de s'effondrer, mais plutôt que la perspective de l'indépendance pour l'Écosse, ou d'une possible réunification avec l'Irlande pour l'Irlande du Nord, commence à sembler meilleure que l'alternative. Le soutien global à l'indépendance de l'Écosse est d'environ 45%, mais les jeunes électeurs y sont bien plus favorables. Selon les données de YouGov, 39% des jeunes de 16 à 24 ans soutiennent l'indépendance, tandis que 31% s'y opposent. Mais 42% des personnes âgées de 25 à 49 ans soutiennent l'indépendance, contre 37% qui s'y opposent. Un sondage Norstat pour le Sunday Times montre que 67% des 16-34 ans voteraient pour l'indépendance. De plus, les partisans de l'indépendance ont des opinions bien plus tranchées que ceux favorables au maintien dans le Royaume-Uni. Un électeur sur 5 pro-maintien dit avoir une opinion peu forte, contre seulement 8% chez les pro-indépendance. L'économie irlandaise est en plein essor. Sur 5 ans, le Royaume-Uni est 126e pour la croissance du produit intérieur brut. L'Irlande est première. Un afflux de multinationales à Carrick-Millban a créé d'énormes opportunités d'emploi pour les habitants de l'île d'Émeraude. Et l'Irlande du Nord, qui était autrefois nettement plus riche que son voisin du Sud, a pris du retard sur la République d'Irlande. L'accord du Vendredi Saint, qui a mis fin aux troubles en Irlande, autorise clairement un référendum pour la réunification. Avec la montée des jeunes électeurs écossais et nord-irlandais pro-indépendance et une économie en difficulté, un Royaume-Uni réduit à l'Angleterre et au Pays de Galles paraît de plus en plus probable d'ici la fin du siècle. 7. Vanuatu. En 2023, le pays du Vanuatu a été frappé par le cyclone tropical Kevin. Malgré son nom banal, cette tempête de catégorie 4 a apporté des vents de 230 km/h à Port Vila. Cela est arrivé après que la capitale a été touchée par le cyclone Judy, causant de fortes inondations. Il est compréhensible que la capitale ait été laissée dans un état horriblement détruit. Le Bureau national de gestion des catastrophes du Vanuatu estime que 80% des 320 000 habitants ont été touchés, perdant leur maison, l'électricité, l'eau potable, les télécommunications, ou parfois tout à la fois. Comme d'habitude, CE sont les habitants les plus pauvres qui ont été les plus durement touchés. Les plus vulnérables vivent dans des logements de fortune.
Ce sont eux qui ont perdu leur maison et leurs biens, a déclaré le journaliste Dan McGarry. Le Vanuatu, pays assez pauvre avec un revenu par habitant d'environ 3800 $ en 2023, fait face à un avenir incertain face aux crues et à la montée du niveau de la mer. Après les 2 cyclones, de nombreux habitants, dont les maisons précaires ont été détruites, se sont retrouvés sans abri, nourriture ni revenus. Près de 80% des habitants du Vanuatu vivent de l'agriculture de subsistance, principalement grâce à l'igname, le taro et la patate douce. La montée du niveau de la mer provoque non seulement la salinisation de l'eau locale, mais l'invasion de l'eau de mer dans les terres agricoles détruit également de vastes étendues de cultures dont les habitants dépendent d'eux non seulement pour leurs revenus, mais aussi pour leur survie. La situation est défavorable pour le pays, car le niveau de la mer autour du Vanuatu monte plus vite que la moyenne mondiale, soit 0,2 pouces par an depuis 1993. Le changement climatique menace de faire disparaître le Vanuatu en détruisant l'agriculture, les terres et les moyens de subsistance. Numéro 6. Yémen. Depuis 2014, le pays est en guerre civile entre les rebelles chiites Houthis, soutenus par l'Iran, et le gouvernement sunnite allié à l'Arabie Saoudite. Et aucune fin en vue. Il y a plus de 10 ans, les Houthis ont pris Sanaa et exigé la baisse du prix du carburant, puis la démission du gouvernement. Après le refus du président Abd al-Rabbou Mansour Hadi, les Houthis ont pris d'assaut son palais et ont réitéré leurs demandes poliment. Cela a entraîné des représailles de la part de l'Arabie Saoudite voisine, qui a imposé une isolation économique ainsi que des frappes militaires contre les rebelles Houthis, avec le soutien des États-Unis. Depuis, la situation a empiré. Selon l'Organisation des Nations Unies, 20 millions des 40 millions d'habitants du Yémen ont besoin d'aide pour survivre. 5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, en raison des violences persistantes, de la destruction et de la pauvreté qui en résultent. La nation risque une famine massive imminente, en plus de sa crise humanitaire persistante. Et comme si cela ne suffisait pas, le Yémen se retrouve également confronté à une crise de l'eau pour compléter sa carte du bingo des crises. Pays plutôt sec, il ne reçoit que 4 à 4,4 pouces de pluie par an, insuffisant pour sa population. De plus, beaucoup d'infrastructures hydrauliques ont été contaminées ou détruites par la violence persistante. Le gouvernement ne peut pas aider, car il est déjà occupé à lutter contre un groupe rebelle et à gérer des puissances hostiles dans la région. En 2025, le Yémen aura l'un des taux de disponibilité d'eau par habitant les plus faibles au monde, avec moins de 5300 pieds cubes d'eau par an. Pour illustrer la gravité de la situation, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la disponibilité annuelle moyenne en eau est d'environ 44 100 pieds cubes. La guerre, la famine, les sécheresses et un gouvernement dysfonctionnel menacent le Yémen de disparaître entièrement dans 50 ans sous sa forme actuelle. Numéro 5. Soudan du Sud. Ce plus jeune pays du monde risque aussi de s'effondrer. Le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan le 9 juillet 2011, après un conflit violent et continu entre les forces du Nord et du Sud. Les populations chrétiennes et animistes du Sud cherchaient à se libérer du gouvernement de Khartoum, dominé par les Arabes musulmans, qui les persécutaient. Les nouveaux pays sont souvent instables, et ceux issus de violences, guerres et pauvreté sont encore plus désavantagés. C'est peut-être pour cela que, seulement 2 ans après sa fondation, le Soudan du Sud a connu sa toute première guerre civile, qui a duré 5 ans, de 2013 à 2020. Cette violence s'est ajoutée aux 2 guerres civiles brutales qui avaient englouti la société soudanaise de 1955 à 1972, puis de 1983 à 2005. Cette nation portait des cicatrices sociales, économiques et culturelles indélébiles. Elles ont aussi mené à un secteur militaire surdimensionné, soutenu par les revenus pétroliers, après 2005 absorbant de nombreuses milices et groupes rebelles. Ils sont devenus encore plus grands et plus redoutables, mais aussi plus fragmentés, chaotiques et désorganisés. Cela a entraîné d'énormes problèmes pour son président, Kiir, du Mouvement populaire de libération du Soudan, ou Mouvement populaire de libération du Soudan, qui a dû changer constamment d'alliance pour assurer la survie de son gouvernement. Et maintenant que la guerre civile au Soudan s'est étendue au Soudan du Sud, cela a causé toute une série d'autres problèmes. Depuis février 2025, l'armée du gouvernement combat la milice de l'armée blanche dans la région du Nil supérieur. Elle combat également le mouvement populaire de libération du Soudan/A,
En opposition, le mouvement armé populaire de libération du Soudan en opposition, un groupe dissident qui s'est séparé en 2013. Kir s'est également allié aux forces armées soudanaises du Soudan, les forces armées soudanaises, dans la guerre civile pour se protéger et empêcher le Soudan d'apporter son soutien au mouvement populaire de libération du Soudan/A, en opposition. Mais maintenant, un nouvel événement l'a poussé à soutenir les forces de soutien rapide, ou forces de soutien rapide, suivez bien, c'est eux qui a maintenant amené les forces armées soudanaises à soutenir SES opposants. C'est beaucoup de groupes à gérer pour un nouveau gouvernement. Ah, et qu'est-ce qui a provoqué le changement d'alliance? La guerre au Soudan a endommagé et interrompu l'oléoduc d'exportation pétrolière du Soudan du Sud. Cela a gravement affecté les finances du pays, en plus de SES conflit. L'avenir du Soudan du Sud reste très incertain. Numéro 4. Kiribati. Kiribati se trouve en plein milieu de l'océan Pacifique, un endroit terrible où se trouver lorsque votre terre est lentement submergée par les eaux. Malheureusement, CE-Thème revient souvent. Cette nation insulaire, de 120 000 habitants, est en moyenne à seulement 2 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Une hausse d'1 mètre du niveau de la mer ferait perdre aux Kiribati les 2/3 de leur territoire. Les problèmes des Kiribati débuteront avant que la mer n'engloutisse les îles. D'ici la fin du XXIe siècle, les climatologues prévoient que toutes les îles éloignées de l'archipel, plus vastes que les États-Unis continentaux, auront plus de 100 jours d'inondations par an. Les Kiribati ont déjà perdu des îles à cause de la montée des eaux. En 1999, les îles d'Abenwea et de Teboa-Tarawa ont été inondées et sont maintenant définitivement sous l'eau. Heureusement, elles n'étaient pas habitées, mais servaient aux pêcheurs, et maintenant, il est clair qu'elles ne peuvent plus servir de halte. Le pays possède encore 33 îles dans son atoll, dont 20 habitées au moment de cette vidéo, et la montée du niveau de la mer reste une menace persistante. L'ancien président Anote Tong, soucieux de la survie future de son pays, a acheté 6000 acres aux Fidji pour offrir un refuge aux habitants de Kiribati, bien que CE ne soit pas la solution la plus sûre contre le changement climatique. À un moment, ils ont même envisagé avec une entreprise japonaise de créer une île flottante pour accueillir la population. En outre, la moitié des habitants de Kiribati vit à Tarawa Sud, donc si la capitale est submergée, le pays est presque condamné. 3. Éthiopie. De nombreux observateurs, en Afrique de l'Est comme en Occident, estiment que l'Éthiopie risque de se fragmenter en plusieurs régions, à l'image de l'ex-Yougoslavie. Ils se demandent seulement si cela arrivera violemment ou pacifiquement. Entre 2020 et 2022, la guerre a englouti l'Éthiopie, alors que le gouvernement combattait les militants de la région du Tigré, qui était contrôlée par le Front de libération du peuple du Tigré, ou Front de libération du peuple du Tigré. Même si la guerre s'est techniquement achevée en novembre 2022, les dégâts infligés au pays, à la population et au tissu social éthiopien restent inimaginables. Pendant la guerre, environ 600 000 personnes ont été tuées, les crimes de guerre restant impunis et les communautés Amhara persécutées. En 2024, l'Éthiopie compte encore 3,3 millions de déplacés internes selon l'Organisation internationale pour les migrations. Le reste du monde a surtout ignoré la violence en Éthiopie, d'autres conflits recevant bien plus d'attention. La guerre civile a presque détruit le Tigré, c'est la capitale régionale, a été rendue au gouvernement fédéral, aggravant les tensions avec la population locale. En 2024, les habitants d'Oromia et d'Amhara se sont révoltés contre le gouvernement fédéral, la dernière milice d'Amhara, et l'Oromo Liberation Army d'Oromia, le combattant en même temps. Face à la multiplication des insurrections, le Tigré a replongé dans le conflit, poussant le gouvernement éthiopien à perdre le contrôle de la province. Pour aggraver encore les choses, si cela est possible, l'Éthiopie a également provoqué l'Érythrée, un pays avec lequel elle entretient déjà beaucoup d'hostilités. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré vouloir accéder à un port sur la mer Rouge, menaçant indirectement l'Érythrée, qui empêche actuellement l'Éthiopie d'y accéder. L'Éthiopie a aussi accepté de reconnaître l'indépendance du Somaliland, CE qui a irrité leurs voisins, la Somalie. Le gouvernement éthiopien n'a actuellement pas beaucoup d'alliés, ni dans le pays ni à l'étranger, et il est peu probable que l'Éthiopie gère des tensions avec plusieurs voisins tout en affrontant SES, propre région sécessionniste.
Selon la chaîne internationale allemande Deutsche Welle, s'il n'y a pas un dialogue national sérieux impliquant toutes les puissances concernées, il sera difficile d'arrêter la balkanisation de l'Éthiopie, au cours de laquelle plusieurs des États rebelles feront sécession et formeront leur propre pays. Vu le nombre de politiciens et dirigeants désormais ouverts à de vrais dialogues nationaux, nous misons sur la balkanisation. Haïti est l'un des pays d'Amérique latine les plus exposés au changement climatique à cause de sa vulnérabilité aux ouragans, inondations et sécheresses. Mais la plupart de ceux citoyens s'en soucient peu car ils vivent une situation plus urgente et terrifiante. Vivre en Haïti actuellement, c'est devenu quelque chose qui ressemble à survivre en enfer. Les gangs contrôlent une grande partie de la capitale, 80% de Port-au-Prince, selon les Nations Unies, ainsi que le reste du pays. Le gouvernement est instable depuis longtemps à cause de la corruption, la pauvreté et la faim. Les politiciens se servent souvent des gangs pour intimider leurs rivaux et gagner des voix. Le problème existait déjà avant l'époque moderne. L'armée française a violemment forcé le gouvernement haïtien, 20 ans après l'indépendance, à s'endetter auprès de la France pour 150 millions de francs en compensation de leur indépendance et de la libération des esclaves. La dette équivalait à 10 fois le budget national et a plongé Haïti jusqu'au XXe siècle. Le New York Times estime que réparer les dégâts subis par le gouvernement haïtien coûterait entre 21 et 115 milliards de dollars, soit 1,5 à 8 fois la taille de l'économie haïtienne en 2020. Le 12 janvier 2010, un puissant séisme de magnitude 7,0 a frappé Haïti, tuant 220 000 personnes et causant 7,8 milliards de dollars de dégâts, soit 120% du produit intérieur brut du pays en 2009. Haïti n'a jamais pu se relever, faisant face depuis lors à une urgence humanitaire qui ne disparaît jamais. En 2021, le président élu Jovenel Moïse a été assassiné par des tueurs colombiens sur ordre de Joseph Félix Moïse, ex-fonctionnaire du ministère de la Justice. Le premier ministre Ariel Henry a pris le pouvoir temporairement, mais n'a pas réussi à organiser des élections à plusieurs reprises. Cela a entraîné plus de manifestations et le contrôle des gangs semant le chaos, tandis qu'Henry est resté bloqué à Porto Rico durant la majeure partie de sa présidence. Les gangs contrôlent désormais ports et aéroports, empêchant l'acheminement de l'aide à une population de plus en plus affamée. Sur 11,6 millions d'habitants, le Programme alimentaire mondial estime qu'en avril 2025, 5,7 millions, soit près de la moitié du pays, font face à l'insécurité alimentaire. Parmi ces groupes, 2 millions de personnes devraient faire face à une faim de niveau d'urgence. Sans parler du fait que le pays n'a actuellement pas de président, seulement un conseil de transition chargé d'organiser des élections. CE qu'il n'a absolument pas réussi à faire depuis maintenant 4 ans. À cela s'ajoutent ports et aéroports, contrôlés par des gangs, 1 million de déplacés internes, un record de 5600 meurtres en 2024, soit 48 pour 100 000 habitants, rendant l'avenir d'Haïti très sombre. 1. Maldives. Pour visiter cette destination romantique, réservez vite vos billets, car les Maldives sont le pays le plus plat du monde. L'altitude moyenne là-bas est de 3 pieds, soit un peu plus de la moitié de la taille d'un homme. Les Maldives souffrent de leur situation dans l'océan Indien, et de nombreuses îles du pays sont à une altitude encore plus basse que la moyenne. Cela signifie que la montée du niveau de la mer pourrait submerger davantage que CE que suggère la faible altitude du pays. 80% des îles coralliennes du pays sont à moins d'1 mètre au-dessus de la mer. L'Union des scientifiques préoccupés, ou Union des scientifiques préoccupés, a étudié l'effet du changement climatique probable sur la chaîne d'îles et a constaté que si le niveau de la mer augmente d'un demi-mètre, 77% des 1200 îles du pays pourraient se retrouver sous l'eau d'ici 2100. Le problème ne concerne pas uniquement les inondations, mais aussi la contamination de l'eau potable par l'eau salée, la rendant inutilisable, ainsi que les inondations fréquentes sur les îles encore émergées. Cela implique qu'une grande partie des 540 000 habitants des Maldives devraient soit se regrouper sur une des rares îles restantes, une solution temporaire car la montée des eaux les submergerait aussi, soit chercher un autre pays. Et d'autres organisations, comme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment qu'en 2100, le niveau de la mer pourrait augmenter d'1,6 à 3 pieds, rendant la grande majorité des Maldives inhabitables. Certains pays pourraient disparaître dans les 50 prochaines années, mais d'autres sont déjà presque impossibles à atteindre.
Regardez pourquoi ces ES pays sont presque impossibles à visiter pour découvrir la raison. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.